excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du monde entier, à celle du Bénin en particulier. Permettez-moi, au nom du groupe ESAE, ainsi qu'en mon nom personnel, de vous présenter mes vœux les meilleurs pour que ce mois soit pour vous, chers amis internautes, un mois de grâce du Tout-Puissant et Miséricordieux, d'attention aux plus démunis, de partage malgré l'impossibilité, des rencontres et des prières publiques. Je vous souhaite un excellent Ramadan, que ce mois sacré vous apporte la santé, la joie, la quiétude, la sérénité et la prospérité. Qu'Allah agrée votre jeûne et renforce votre foi. Que vos souhaits se réalisent. Profitez de ce mois pour multiplier les prières envers les personnes malades, les défunts et toutes les familles endeuillées par la perte d'un ou de plusieurs proches. Bon carême à chacun et à tous. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, ce jeudi 23 avril de l'an 2020, le Bénin a annoncé le retrait de sa déclaration au protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Armangancet, quant à lui, pour avoir tenu des propos ethnocentriques à l'encontre d'une ethnie dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, est attendu ce jour à l'Office central de répression de la cybercriminalité. Des détails dans un court instant dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Aussi, dans le bulletin matinal d'information, outre les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine, à suivre Basile Chibozo, Cyril Saïzonou et Alessandre Accordé-Dassa qui commentent les dispositions prises par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC pour réglementer les activités des organes de presse pendant la période électorale consacrée aux communales et municipales du 17 mai prochain. À suivre également ce qu'il en reste de la radio La Voix de l'Islam, dont le studio a été le théâtre d'un incendie hier. Déjà des appels à solidarité pour la reconstruction. Dans le débat, Carles Kitome et Claude Alofa commenteront le retrait de la déclaration du Bénin au protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et les dispositions prises par la RAC pour réglementer les activités des organes de presse pendant la période électorale consacrée aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Voilà ainsi planté le décor pour cette émission Free Matin. Dans un court instant, on se retrouve après le jingle pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Livraison de 12 millions de masques supplémentaires au Bénin ». Talent totalement déterminé à enrayer le Covid-19. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, en deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin retire sa déclaration du protocole. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin pour propos régionalistes et ségrégationnistes. Armangancet attendu à l'OCRC ce jour. À l'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin, le port de perles, un outil de séduction à polémique. C'est un titre du journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal École vous êtes invité à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Campagne pour les communales, tout sur les décisions de la RAC, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui a titré ce matin en manchette après le Bénin. Le 17 avril, la Côte d'Ivoire sous le maillet de la CDHP ce 22 avril. Pourquoi la Cour en a après Talon et Ouattara s'interroge le confrère ce matin en manchette. Notre époque en manchette ce matin. Dossier Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, retrait du Bénin d'un protocole, des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. L'économiste en manchette ce matin parle d'assistance aux États africains dans la lutte contre le coronavirus Covid-19. Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances du Bénin, préfère la mobilisation de fonds à l'allègement des dettes. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités, mois du Ramadan. Talon, Vlavonou, Biotchane et Daniel Eda souhaitent un mois béni de Ramadan aux fidèles musulmans. Le routier à la une ce matin lutte contre le coronavirus au Bénin. 12 millions de masques acquis, du matériel de laboratoire pour les 12 départements. Bientôt l'installation de centres de dépistage sur tout le territoire béninois. Le matinal en manchette ce matin, saisine en direct de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par les citoyens. Pourquoi le Bénin retire son autorisation?
vous est dévoilé à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Bénin intelligent à présent, Covid-19 et annulation de la dette africaine. La solution Wadaï, lire la tribune du ministre de l'économie et des finances dans Jeune Afrique dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Communal de mai 2020, Oussou Guédé répond à l'appel d'Abomey Calavi. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Nous passons à présent à l'événement du jour. Allègement annoncé de la dette africaine, la position du Bénin vous est dévoilée dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien L'événement du jour. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre ce matin en deuxième titre à la une, bilan en 4 de talons dans le domaine de la santé. La gestion de Covid-19 n'est pas difficile selon Benjamin Rompati. Nous passons à présent à l'événement précis, protestation contre les dernières décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin retire sa déclaration au protocole d'accord. Le porte-parole du gouvernement justifie l'acte à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Le révélateur du jour en manchette ce matin, propos xénophobe de Armand Gansé, le candidat du bloc républicain attendu à l'OCRC ce jour. Les déclarations des honorables députés Issa Salifou et Rachid Badamassi vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le révélateur du jour qui titre ce matin en deuxième titre à la une, élection communale et municipale de 2020. Luc Atropo a le feu vert de la Cour suprême pour conquérir la mairie de Cotonou. Nous passons à présent au quotidien Libération, début de carême ce jour chez les Mahoméisans. Le message de talon à la communauté musulmane vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois Matin Libre qui titre ce matin en manchette un nouveau mandat d'arrêt international contre Komikouché. Interpol affirme sa neutralité et rassure. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui titre également toujours à la une ce matin Covid-19, accompagnement des entreprises, des propositions du patronat, baisse des tarifs d'eau et d'électricité, subventions aux entreprises impactées, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Mieux que l'annulation de la dette des pays africains pour lutter contre la Covid-19, Romuald Wadaï défend la position de talent pour de nouvelles dettes au pays, mais de bonnes dettes à taux réduit à longue maturité au même titre que les pays développés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré pour mettre un terme à cette une des journaux. Retrait du Bénin de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les clarifications du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Ce jeudi 23 avril 2020, le Bénin a annoncé le retrait de sa déclaration au protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon le porte-parole du gouvernement, le Bénin a décidé de retirer sa déclaration face aux agissements répétés de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples parce que ces décisions tentent de troubler l'ordre constitutionnel du pays. Par cette décision, le Bénin empêche ses citoyens de saisir directement la CADHP. Par ailleurs, le ministre précise que le Bénin reste membre de la Cour et de la Charte africaine des droits de l'homme. Le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema Armand Gansé est convoqué pour ce jour à l'Office central de répression de la cybercriminalité. Le candidat du parti politique Bloc républicain dans la commune de Boycon pour les élections communales à venir a été vu dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux en train de proférer des propos à caractère régionaliste et ethnocentrique lors d'un regroupement politique dans la ville Carrefour à l'endroit d'une communauté. Informé de l'affaire, le procureur de la République près le tribunal de Cotonou, Mario Metonou, a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de connaître du dossier. Par ailleurs, précisons que son parti politique, le Bloc républicain, sous l'égide du secrétaire exécutif national, le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Tchane, a sorti un communiqué pour condamner les propos et réaffirmer la solidarité républicaine du parti politique à la communauté offensée par Armand Gansé. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 22 avril 2020 sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. Au cours de la séance, d'importantes décisions ont été prises. On peut citer, entre autres décisions au titre des mesures normatives, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre le ministre de la Communication de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant
faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin. Le gouvernement a prévu dans son programme d'action la révision des textes régissant le secteur de l'artisanat. Le but visé est la professionnalisation et la mise en place d'une réelle politique de soutien aux vocations et talents du sous-secteur. Cette dynamique débouche sur l'institutionnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Dans cette perspective, le recensement des artisans a déjà été, entre autres, réalisé. C'est pour conduire la réforme à son terme que le présent projet de loi est initié. Une fois adopté, le texte consacrera les bases légales de la Chambre qui sera l'organe représentatif des intérêts généraux des acteurs auprès des pouvoirs publics. Cette Chambre sera également investie des missions de formation, de conseil, d'accompagnement, d'identification et d'immatriculation des entreprises artisanales. Modalité d'identification des utilisateurs de services de communication électronique en République du Bénin. L'efficacité du portail national des services en ligne est tributaire d'une identification efficiente des usagers. En effet, ceux-ci ont besoin de communiquer sous le sceau de la confidentialité certaines informations avec l'intégrateur du dit portail, notamment les codes d'accès sécurisés et les notifications aux clients. Or, les incertitudes et les déviances notées dans l'utilisation des réseaux de communication électronique peuvent constituer autant de menaces auxquelles il convient d'opposer des mesures de sécurisation pertinentes. L'identification fiable des abonnés des réseaux GSM participe de cette démarche et résulte de l'application de la loi portant code du numérique. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret et instruit la ministre du Numérique et de la Digitalisation de veiller à son application. Le Conseil a, au titre des autres mesures normatives, adopté le décret portant réquisition de plages horaires sur les radios et télévisions émettant sur le territoire national pour l'organisation de la campagne par voie médiatique des élections municipales et communales du 17 mai 2020. L'approbation de la troisième stratégie nationale de développement statistique et la modalité de mobilité des acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement des élections communales et municipales prochaines sont également des décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine tenu par visioconférence sous la présidence effective du président Patrice Talon. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orula à l'occasion de cette traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Approbation de la troisième stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 3. L'évaluation en 2017 par une équipe d'experts internationaux de la précédente stratégie couvrant la période de 2014-2016 a fait ressortir un faible taux de réalisation de ces objectifs, soit 39%. À cette évaluation s'ajoute un diagnostic du système statistique national qui a révélé une série de dysfonctionnements qui entravent son efficacité. Au nombre de ceux-ci, il y a lieu de citer l'obsolescence des textes législatifs et réglementaires encadrant l'activité statistique, l'absence d'une coordination des différentes unités de production des statistiques courantes, l'incapacité pour l'appareil statistique de produire certains indicateurs des objectifs de développement durable, l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières, la faible diffusion des statistiques produites. Pour corriger ces faiblesses et au regard de la nécessité de satisfaire les demandes de statistiques induites par les divers agendas nationaux et internationaux servant de cadre de référence en matière de développement, il est nécessaire d'élaborer une nouvelle génération de stratégies nationales de développement de la statistique pour les 4 prochaines années. Sur la base des enseignements découlant de l'évaluation finale de la deuxième stratégie et du diagnostic du système statistique national,
La troisième stratégie nationale de développement de la statistique aura pour vision de disposer d'un système statistique national fonctionnel produisant à temps des statistiques fiables, cohérentes et disponibles dans tous les domaines et adaptées aux besoins des utilisateurs pour une meilleure planification et un développement harmonieux du Bénin en cohérence avec ses engagements internationaux. Le Conseil a donc adopté ce projet de stratégie et instruit tous les ministres de décliner chaque année, à partir de ce document de référence pour le compte de leurs secteurs respectifs, des plans sectoriels d'activité statistique, puis de veiller à leur mise en œuvre effective. Modalités de mobilité des acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement des élections municipales et communales du 17 mai 2020. Dans le cadre de la tenue des dites élections et en raison du dispositif de cordon sanitaire institué pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait au Conseil un point des besoins de mobilité des agents et auxiliaires de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, des professionnels des médias ainsi que des candidats appelés à regagner leur circonscription électorale. Considérant que ces déplacements sont justifiés par les besoins de la cause, le Conseil a décidé d'habiliter la Sénat et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à apprécier, dans les limites de leurs prérogatives respectives, les demandes des acteurs concernés et à établir, le cas échéant, les laissez-passer nécessaires pour la circonstance. Le Conseil tient à rappeler que les 10 déplacements devront se faire dans le respect des mesures de prévention prescrites à l'ensemble des populations. La Voix de l'Islam, la première radio musulmane du Bénin émettant de Zongo à Cotonou, a pris feu dans la matinée de ce 23 avril. Un incendie a ravagé ses installations en cette veille de démarrage du Ramadan, laissant son personnel et ses fidèles auditeurs dans le désarroi total. Le constat est signé Larios Adjagbenon. Pas de perte en vies humaines, mais d'énormes dégâts matériels. Du studio à la régie, en passant par la rédaction, toutes les installations de la Voix de l'Islam ont été consumées par le feu très tôt ce jeudi 23 avril 2020. Tout est parti en fumée. L'émetteur de secours est parti, le faisceau est parti, la table de mixage, les onduleurs. En tout cas, vous êtes du domaine aussi, tout ce qui est de la régie est parti, le studio, les micros, tout est parti, le studio de mise en boîte, tout est parti. Donc, on n'a pas pu récupérer à part cette fiche, la fiche feed qui permet d'envoyer le signal au niveau de l'émetteur. C'est la seule chose qu'on a pu récupérer. Un court-circuit accompagné d'une forte détonation serait à l'origine de cet incendie, selon les témoins. Aux environs de 7 heures, pour pas dire exactement à 7h07, on a entendu un détonnement. C'était un court-circuit qui a occasionné ce que vous venez de constater. Vraiment, c'était sérieux. Le temps d'intervenir, le feu a pris. Donc, avec les inspecteurs qu'on a, on n'a pas pu éteindre. Directement, on a fait appel aux sapeurs-pompiers. Et avec l'aide de la population, ils sont venus. On a pu maîtriser le feu. Cet événement malheureux met la radio ensuite off à la veille du début du Ramadan. Son personnel, ses auditeurs et la communauté musulmane en général sont dans l'émoi. Déjà, on est dans un moment où nos mosquées nous manquent, là où on se regroupait pour lire le Coran, pour entendre le Coran. Et c'était seulement cette radio qui nous réconforte à propos de ce moment-là. C'est de là que nous entendons la lecture du Coran, les prêches et autres. Et subitement, encore ce matin, on entend ce nouvel, mais je ne sais même pas comment vous expliquer ce que je ressens. On ne peut rien, tout est la volonté de Dieu. Donc, Dieu a décidé ainsi et nous sommes à la veille du Ramadan. Donc, à tout moment, à 48 heures, 72 heures, par la grâce de Dieu, avec l'aide du directeur de la radio,
on peut commencer par émettre. Pendant que certains fidèles débarrassaient les lieux des débris, d'autres, à l'image des responsables de la Fondation Malher Rossou, sont venus constater les dégâts. Ils appellent les bonnes volontés à se manifester pour la reconstruction de la radio. Pendant que certains fidèles débarrassaient les lieux des débris, d'autres, à l'image des responsables de la Fondation Malher Rossou, sont venus constater les dégâts. Ils appellent les bonnes volontés à se manifester pour la reconstruction du studio de la radio. Face à ce drame, une reconstruction du studio de la Voix de l'Islam s'impose. À cet effet, El Hadj Yacoubou Malher Rossou, président de la Fondation Malher Rossou, demande à tous les fidèles musulmans du Bénin d'apporter leur soutien, quel que soit leur lieu de résidence, pour la concrétisation de ce vœu. Je vous invite à suivre son appel au micro de nos reporters. Je dis tous les musulmans de contribuer à ce que la radio là retrouve sa place. Je dis tous les musulmans. Il ne faut pas dire que c'est la radio, c'est un pas pour Zongo. C'est une radio des musulmans. Bien versé à Zongo que le studio émène. Mais il faut savoir que c'est la seule radio pour les musulmans. La seule radio. Et que nous allons demander à Imam, je parle en tant que président de la fondation, d'accepter tous les dons. Je dis tous les dons. Même si c'est 1000 francs, il faut ouvrir une caisse. Un carnet de reçu. Quelqu'un qui vient ici, je vais contribuer ça. Et que les noms seront affichés ici. Et nous verrons ceux qui aiment cette radio. Parce que cette radio a fait beaucoup de choses. Je suis témoin. Je fais partie des premiers animateurs. Et que tous les jours, il y a des gens qui se convertissent, qui deviennent musulmans. Même des féticheurs se sont convertis dans cette radio. Donc nous ne pouvons pas être là et qu'on va dire que la radio est terminée. Ça ne peut pas terminer. Par sa décision numéro 20-022 BARAC du 22 avril 2020 prise ce mercredi, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a pris les dispositions pour réglementer les activités des organes de presse pendant la période de la campagne électorale pour les communales du 17 mai prochain. Des détails avec Fernand Baguidi, premier rapporteur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Il est au micro de Larios Adiagbenon. Dans la presse écrite, il est réservé au plan national à chaque parti politique en lice une demi-page. Corps 10 interlignes automatiques, soit 2 feuilles A4, par parution du quotidien La Nation sur son site web et celui de l'ABP pour faire paraître sa vision du développement des communes. L'annonce doit être faite en deuxième une. L'édition en page intérieur se fait en 2 couleurs, blanc-noir. L'ordre de positionnement dans le journal est celui issu du tirage au sort fait par les partis politiques à la HAC. Tout parti politique qui ne fera pas parvenir son message dans un délai de 48 heures avant la publication perd son droit de parution dans les colonnes du quotidien La Nation, sur son site web et celui de l'ABP. En lieu et place, il y sera indiqué une mention standard, message de la liste X non disponible. La publication de tout encart de propagande politique dans le quotidien La Nation, sur son site web et celui de l'ABP est interdite durant la période de la campagne. En tout état de cause, en dehors des espaces autorisés par la HAC, les comptes rendus, les publi-reportages et les autres genres journalistiques sur les activités des partis politiques sont proscrits. Aucune manchette ou page d'accueil ne doit être consacrée à l'activité d'un parti politique.
À la suite de cette décision qui exclut la presse écrite de cette campagne électorale essentiellement médiatique, plusieurs responsables d'organes de presse écrites ont commenté cette mesure sur laquelle ils invitent la HAC à revenir. Je vous invite à suivre Basile Thibozo, directeur général du quotidien Le Challenge, Cyril Saïzounou, directeur général du journal Jakpata et Alessandra Akordidassa, directeur de publication du journal Le Routier. Ils sont au micro de Carles Kitome. Le président des institutions ayant décidé que la presse s'occupe désormais de la campagne médiatique, a confié le bras opérationnel de cette décision à la HAC. La décision, fondamentalement, des institutions, c'est la presse accompagne les élections présidentielles, les élections communales du 17 mai. Mais ce qui est étonnant, c'est la décision qui a été prise par la HAC, qui est une décision qui n'a pas fait, n'a pas tenu compte de façon globale de l'ensemble de la presse. C'est là où il y a le problème. On se demande qu'est-ce qui pourrait motiver cela. Est-ce que c'est par rapport au pléthore en ce qui concerne la presse écrite, etc. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, on constate avec désolation que c'est seulement l'audiovisuel qui est pris en compte dans cette décision-là. Ce qui en soi est un recul parce que on ne saurait comprendre qu'une partie de la presse soit laissée au profit d'une autre. Nous, au niveau des médias, ne fonctionnons pas comme ça. On fonctionne en bloc, on fonctionne de façon globale, on est unis. Et la désunion qui est en train d'être observée n'est pas une bonne chose. Au niveau de la PADEM, nous avons estimé que la HAC a encore un effort à faire dans sa décision, à savoir considérer l'ensemble des médias. Parce que la HAC est notre structure d'autorégulation, de régulation, pardon. La HAC, c'est pas un père fouettard, ni un élément de division. La HAC a pour rôle d'unir l'ensemble de la corporation. Et par conséquent, la HAC doit faire un effort. Et c'est cet effort-là que la PADEM, que je dirige désormais, demande humblement au président de la HAC, aux honorables membres de la HAC, eh bien, de revoir la copie. Non, moi j'ai été surpris parce que dans un premier temps, il y a la Sénat qui a invité les acteurs politiques à s'adresser aux journaux. Et quand on parle de la communication au Bénin, la communication, elle est unique. Elle est unique parce qu'elle est audiovisuelle, et elle est aussi écrite. Mais c'est dommage qu'on constate qu'on arrive à une décision où il faudrait que ça soit seulement au niveau de la radio et de la télévision. C'est un peu dommage. Je me suis dit, sûrement, c'est une mauvaise lecture qui peut être corrigée avec le temps. C'est une erreur qui doit être corrigée, puisqu'aujourd'hui, quand on se lance dans cette nouvelle maladie appelée la pandémie, le Covid-19, c'est nous aujourd'hui, c'est la presse écrite aujourd'hui. Mais pourquoi vouloir l'écarter? Elle est si gênante. Depuis toujours, c'est la presse écrite qui écrit et les radios relais. Aujourd'hui, on exclut la presse écrite et on autorise les radios. Je dis que c'est aberrant, c'est impensable et c'est incroyable. Moi, je pense que cette décision, vraiment, c'est une décision non avenue. C'est une décision non avenue. La HAC doit revoir sa copie parce que ça n'a jamais été comme ça. Parce que pour même apprécier une décision où les propos de tel ou tel candidat ou les propos de tel, c'est la presse écrite qui écrit et les radios relaient avec assurance. Mais aujourd'hui, les radios vont trouver l'information où? Voilà qu'on n'est pas autorisé à aller sur les terrains, couvrir les campagnes. Les radios, comment les radios vont travailler? Moi, je pense que la presse écrite a toujours son rôle à jouer. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous à 19h avec Alex Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur Eusol Télévision. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Alex Kitome, bonjour. Bonjour Abdel Kader Achirou. Vous êtes face à Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Alors Alex Kitome, le Bénin retire sa déclaration du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dites-nous comment avez-vous reçu cette information?
Bon, cette information, je crois qu'elle est venue quand même à un moment où les Béninois ont commencé à se poser quelques questions au sujet de cette Cour. Dans la mesure où c'est vrai qu'il y a eu cette décision de la Cour qui faisait injonction au Bénin de surseoir au processus électoral qui doit nous conduire au communal du 7 mai prochain. Et je pense que ce n'était pas la première décision de cette Cour à l'égard du Bénin. Et je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, il y avait déjà une décision de cette Cour que les Bénin n'avaient pas forcément mis en application. Donc c'est une décision qui avait été plus ou moins boycottée. Et en me référant à cette action de l'époque, je me suis demandé, quand la Cour avait pris cette décision, je me suis posé des questions et je me suis demandé si cette Cour n'était pas un peu surréaliste. Surréaliste parce que je me rends compte que la Cour prend des décisions, mais j'ai l'impression que la Cour ne tient pas forcément compte de toutes les contingences intérieures des pays desquels sont issus ceux qui font les requêtes ou les situations de ces pays. Parce qu'en ce qui concerne la décision qui a été prise à l'égard du Bénin, la Cour peut peut-être se sentir libre de prendre cette décision, mais la date de la prise de décision pose un problème, dans la mesure où, au niveau de ces élections communales, le processus est lancé. En fait, on est déjà pratiquement à un point de non-retour quand la Cour demande de suspendre cette décision, alors qu'il faut observer tous les investissements qu'il y a eu, humains, financiers, tous les changements que ces élections ont déjà induits. Et c'était quand même un peu surréaliste. Et je pense que la Cour, j'avais déjà dit que la Cour aurait pu simplement donner des indications, mais pas demander de surseoir impérativement à ce processus. Et maintenant, ça dépend aussi de la date de la requête. Si la requête a été faite en ce moment et que la Cour a fait sa procédure pour en arriver là, c'est normal que la Cour puisse prendre cette décision. Mais la Cour aurait pu quand même mettre un petit bémol pour que ce ne soit pas forcément une obligation de surseoir à ce processus qui est déjà assez avancé à mon avis. Et quand j'entends dire que le pays même qui habite cette Cour ne serait plus membre, ça me pose des problèmes, ça me pose beaucoup de problèmes. Je sais que la plupart beaucoup de politiques africains, quand ils sont en porte-à-faux ou bien quand ils ne s'entendent plus avec les dirigeants de leur pays, ils se réfèrent à cette Cour pour réclamer leurs droits. Et donc il faudrait que la Cour puisse quand même redorer le blason. Sinon, elle va se vider de sa substance et elle n'aura plus d'importance, alors que c'est forcément la contribution de tous les États membres qui lui permet d'exister. Alors, Claude Alpha, quelle leçon tirez-vous de cette situation? Non, la première leçon, c'est que la Cour, il faut la repenser. Ce sont les États qui se sont entendus pour pouvoir mettre sur pied cette Cour-là. En plus de la Cour, il faut dire qu'il y a des protocoles et chaque État vient à la Cour en présentant une déclaration. Il y a presque 30 États seulement qui sont membres, qui appartiennent à cette Cour, et 9 seulement ont fait des déclarations pour que leurs citoyens puissent porter plainte, aller porter plainte directement là-bas. Ça veut dire qu'il y avait déjà un problème au niveau de l'acceptation de cette Cour-là. Sur la cinquantaine de pays. Sur la cinquantaine, oui. Et seulement 30 étaient membres. Et 9 seulement, ont accepté faire une déclaration. Et il faut reconnaître que même à sa création, depuis les premiers débats qui ont eu lieu en 1997, c'est seulement en 2004 que le protocole a été mis en vigueur. Et le Bénin n'a présenté sa déclaration qu'en 2016. Alors, et 9 États seulement... Sous le régime du président Patrice Talon. Oui, je crois que c'était la même période. Alors, 9 seulement ont pu faire cette déclaration. Ça veut dire qu'il y a un problème réellement. Chaque État tient à sa souveraineté. Et donc, si la Cour doit pouvoir fonctionner, il faut la repenser. Je crois que on est arrivé à ce point-là maintenant. Il est temps qu'on repense cette Cour. Elle a été prévue à un moment où les États africains étaient déjà aussi en grande difficulté. Et le respect des droits de l'homme était un problème. À l'époque, dans les années 90 et autres, on entrait en démocratie nouvellement. Et donc, c'est compréhensible que quelques années après, je crois quelques 10 ans après ou 15 ans après, qu'on revoie le parcours de cette Cour et qu'on corrige ce qui doit être corrigé. Et le retrait du Bénin actuellement est peut-être
une porte d'entrée à cette réforme-là. Les arguments que le Bénin avance sont très simples. Le ministre disait, et le ministre Rwanda disait, sous prétexte de préserver les intérêts d'un requérant, on voudrait mettre en péril les intérêts de toute une nation. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est un citoyen qui va porter plainte contre son État, son pays dans lequel il se retrouve. Alors, et on veut lui donner raison, oui, d'accord, mais on veut arrêter tout l'intérêt de tout le reste. Sur 10 millions, on donne raison à un, alors que 9 millions, 900 et quelques doivent aller aux élections après. Voyez-vous, c'est un peu gênant. Il faut donc que la Cour le fonctionnement de la Cour soit repensé et que ses attributions soient revues. C'est une affaire, c'est pas compliqué ce que le Bénin vient de faire. Le Bénin vient juste d'ouvrir la porte à l'installation, ou du moins des réformes. Des réformes au niveau de cette Cour. Alors, Kalaxidome, est-ce que vous pensez aussi que cette Cour doit être revue, que le fonctionnement doit être revu, qu'elle doit être réformée? Bon, je ne saurais le dire avec précision, mais mon vis-à-vis vient de nous dire que le Bénin a ouvert la boîte de Pandore. Ça veut dire forcément qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait revoir au niveau de cette Cour. Je ne suis pas juriste, je le dis très souvent parce qu'en matière de droit, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe et tout est sujet à interprétation. Donc, c'est les juristes qui ont dû écrire ces tests-là avec des diplomates. Et ils sont aussi des juristes et ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Et c'était forcément pour répondre à des problèmes d'un moment donné. Et aujourd'hui, si la Cour se trouve peut-être confrontée à des difficultés avec les membres, il faudrait que les mêmes personnes, sinon des personnes plus averties, puissent encore s'asseoir pour essayer de mettre en place des dispositions qui vont permettre à cette Cour de demeurer ce qu'elle est et d'être un instrument au service de l'homme et de la nation avant d'être au service du continent. Parce que si la Cour va être là qui va prendre des décisions qui ne tiennent pas compte des intérêts de l'individu ou des nations ou d'un individu face à toute une nation, c'est vrai, pour rétablir quelqu'un dans son droit, c'est bon. Mais si c'est pour mettre en péril le droit d'une multitude, ça pose problème. Et jusqu'à là où nous parlons, je pense que c'est un débat de juristes. Même le ministre porte-parole qui parle, il est avocat. Donc tous ceux qui en parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et peut-être que demain, il va encore recourir à cette cour-là et lui donner tout son pouvoir si ça l'arrange. Parce que je connais un peu les juristes, je sais, ils jouent sur les leviers quand ils pensent que ça peut leur être utile. Non, je parle comme ça. Et donc, je pense qu'il revient aux juristes de repenser cette cour, lui donner la forme qu'il faut et que les États qui vont vraiment signer le protocole puissent vraiment le respecter. Mais en lisant un peu, je me suis dit que il n'est pas que le Bénin s'est retiré. Le Bénin, en fait, il y a une question. C'est seulement la déclaration que le Bénin a retiré sa déclaration. Mais reste membre de la Cour. Donc, vous voyez, juridiquement, c'est déjà assez compliqué. Et la déclaration dit simplement, mes citoyens sont autorisés à venir porter plainte au niveau de la Cour. Le Bénin est toujours membre, mais n'autorise plus ses citoyens à aller porter plainte au niveau de cette Cour. Donc, c'est juste cela. Le Bénin est toujours membre Le Bénin est toujours membre. Alors, Kalaxidome, nous passons au sujet suivant qui nous réunit ce matin. Vous étiez avec les patrons de presse qui ont opiné. Quelques patrons de presse, j'allais dire, qui ont opiné sur les réglementations mises en vigueur par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour essayer un peu de recadrer un peu la couverture médiatique dans le cadre des élections communales et municipales prochaines. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Je vais commencer par dire que quand nous étions à l'école, nous avons appris que la presse écrite est la mère de toute la presse. Et la presse écrite c'est de la presse écrite qu'est née la radio, qu'est née la télévision et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et qu'on appelle médias. Et donc, en matière de communication, toute disposition qui prend en compte les médias fait forcément une petite place à la presse écrite. Et quand je lis un peu la décision de la RAC relative à la couverture médiatique de la campagne électorale des communales de mai 2017, qui est exclusivement médiatique, il faut que la précision est importante, et on se rend compte que la presse écrite n'a aucune place. Aucune place, et c'est avec beaucoup d'appréhension que j'ai lu et relu cette décision. Et j'ai écouté les patrons de presse, mais au-delà des patrons de presse, je voudrais dire ceci. Vous savez, il paraît que quand vous vendez moins cher, on vous achète à crédit. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où
il faut tout repenser. Vous pensez qu'il faut faire des réformes profondes au niveau de la presse écrite? Au niveau de toute la presse. Parce que vous voyez, autant qui sont assis là-bas, qui se disent politiques, ils sont derrière des organes de presse. C'est eux-mêmes qui ont mis la gangrène dans la presse. Et aujourd'hui, comme la plupart sont déjà parvenus, ils voudraient encore détruire cette presse pour qu'elle ne serve plus de gel à d'autres. C'est ma façon d'interpréter. Parce que je sais que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les médias. J'ai vu des organes naître et mourir devant moi. J'ai vu des gens, présidents de l'Assemblée, ministres, et chefs de cabinet, DG, mettre tout le financement qu'il faut pour créer des organes de presse. Mais une fois qu'ils ont quitté ces rôles, ils ont voulu que les organes de presse meurent avec eux. Alors que c'est des gens qui sont allés à l'école, qui ont étudié, qui ont employé pendant 2, 3, 4 ans. Mais les autres aussi ont voulu pérenniser leur carrière, ils sont restés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un combat. Parce que déjà, quand je vois un peu comment est gérée la communication, je crois que la presse écrite est en train d'être sous régime. Elle est en train de maigrir. Et les quotidiens qui passaient tous les jours n'arrivent plus à apparaître. Mais quand je regarde un peu plus en profondeur, je prends pour référence 2 endroits à Cotonou. Ces 2 endroits s'appellent le Kodiam et l'Infosec. Et aujourd'hui, Azalaï s'est ajouté à cela. Vous vous levez le matin, vous allez à ces endroits-là, vous allez voir une horde de journalistes qui se réclament pour la plupart de la presse écrite, qui sont dans des organes qui ne paraissent peut-être jamais, qui paraissent peut-être une fois l'an, des organes quand même qui ont des problèmes existentiels. Et ceux-là, ils sont là aux aguets parce qu'ils savent que c'est des salles qui abritent beaucoup de manifestations. Beaucoup d'acteurs politiques fréquentent régulièrement ces lieux également. Ils se présentent à ces acteurs au titre d'un journal X. Ils font des interviews, des fois ils simulent même les interviews et c'est pour soutirer un peu d'argent. Et généralement, vous savez que les politiques, quand ils parlent quelque part, ils veulent avoir le retour. Quand ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas ce journal, ça pose un problème. Donc cela a contribué à discréditer quelque peu la presse écrite. Et c'est les mêmes qu'on trouve sur tous les fronts. Même ils disputent même la place avec les organes qui sont dans l'économie de l'activité qui sont venus couvrir. Et je crois qu'on a instauré la carte de presse, beaucoup de choses, mais nous n'avons pas réussi à faire la sélection à ce niveau. C'est vrai que tout le monde est à la quête de l'information, on ne peut pas refuser de donner l'information à un journaliste, mais quand les gens vont dans certaines négociations et que les politiques, étant donné qu'eux, ils ne tiennent pas compte du vrai objectif d'un organe de presse, pour eux, moi je vais dire mes bêtises, on va l'écrire, quand ils donnent de l'argent, ils ne voient pas ces bêtises-là, ils gardent à ce journaliste, non seulement à ce journaliste, ils en veulent à toute la presse et quand ils voient un journaliste, ils disent c'est un escroc, ils disent des mots qui ne peuvent pas, des mots qui leur ressemblent. Des mots qui leur ressemblent, ils disent ça des journalistes parce qu'eux, ils ont vu les utiliser, que ça n'a pas marché. C'est le conflit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, Claude Alpha, vous êtes directeur de publication d'un quotidien de la place, l'Informateur, le journal Maison. Dites-nous, quel regard portez-vous sur cette décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Un regard forcément critique. Et je me demande quelles sont les arrière-pensées de cette décision-là. C'est vrai que la RAC n'a pas dit que la presse écrite est entièrement écartée, puisque la décision permet à la Nation et à l'ABP de pouvoir passer la vision des partis en demi-page de journal. Donc, si c'est permis à la Nation et à l'ABP, qui sont donc des organes publics, alors quel est le problème? Le problème, donc, ce sont les organes de presse privés, la presse écrite privée. C'est ça qui gêne. Alors, pourquoi cela gêne? Ils sont les seuls à pouvoir l'expliquer. Mais je pense, dans tous les cas de figure, qu'il aurait été quand même meilleur, même si, quelles que soient les appréhensions qu'on a contre cette partie-là de la presse écrite, c'est-à-dire la presse écrite privée, il aurait été meilleur quand même qu'on fasse un peu un tri et qu'on dise, bon, il y a ceux-là qui sont quand même... là, l'informateur a près de 23 à 24 ans d'existence. Pas maintenant, qu'est-ce qu'on nous reproche au point de ne pas nous demander de pouvoir couvrir une élection, une grande élection, une élection communale. Et pendant 15 jours ou un peu plus, il faudra ne pas parler du tout des élections.
On dit c'est parce qu'il n'y aura pas d'événements publics, il n'y aura pas donc de rencontre des populations avec les candidats et donc il n'y aura pas de reportage à faire. Mais on peut quand même, il y a les autres gens qu'on peut utiliser puisque les autres gens sont autorisés au niveau donc, de la presse audiovisuelle. Je crois que la RAC a pris sa décision. Ce sont eux qui en ont l'obligation, ils en ont le droit, la responsabilité. Et nous subissons, mais nous donnons juste notre avis. Je ne crois pas que cela soit très bon, que ce soit bon pour une démocratie comme la nôtre. Alors, Claude Alpha, dites-nous, est-ce que cette décision n'est pas motivée par le souci de réformer la presse écrite? Vous avez vu le tableau peint par Carles Kitomé où il y a beaucoup de prétendus journalistes qui infestent la corporation en réalité. Je ne crois pas que ce soit le meilleur moyen. Si c'était l'objectif, ce n'est pas le meilleur moyen. Parce que nous avons déjà un code. Nous avons beaucoup de tests qui essayent de réglementer le métier. Cela veut dire quoi? Les erreurs, les fautes commises sont punies. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'au Bénin, on ne punit pas les journalistes. Ça veut dire que lorsque un organe de presse est en faute, il y a des sanctions qui correspondent à cela. S'il y a des sanctions, ce sont les sanctions qui corrigent. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas en empêchant de participer à la couverture d'une élection comme celle-ci, qui plus est uniquement médiatique. Alors, je trouve que ce n'est pas... Il faut revoir la copie. Oui. Merci à vous. Non, mais moi, je voudrais dire avant de finir que cela dénote quand même du désordre qui qualifie la classe politique béninoise. Parce que la classe politique béninoise est quand même partie prenante de cette presse, a une main dedans. Et si aujourd'hui se comporte comme ça, veut dire que si la presse écrite est mauvaise, ils sont mauvais aussi. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à ESAE Télévision. Claude Alpha, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Chers amis internautes, c'était Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj et à lundi prochain.